Le loup vient le voir tous les soirs. Vous ne croirez jamais ce qu'ils font. C'est toujours comme ça. En hiver, seul un thé chaud sucré permet de survivre. Oui, mon ami, il boit le thé avec un loup, chaque soir. Le loup boit dans une soucoupe. La neige crissait sous ses bottes fourrées avec un son sec et mort. C'était le son qu'il haïssait par-dessus tout. Il signifiait que le gel avait franchi la barre des -30 degrés et que le massif central était figé dans une torpeur cristalline. Mais il y avait un autre son. Faible, étouffé, presque inaudible. Un gémissement empreint non pas d'une fureur bestiale, mais d'une agonie universelle. Jean s'arrêta, retira de son épaule sa vieille carabine à double canon et tendit l'oreille. Le vent tomba, et c'est alors qu'il le vit. Pas tout de suite. D'abord, juste une tache sombre sur la blancheur aveuglante d'une clairière, une tache d'où partaient dans toutes les directions des éclaboussures brunes et gelées. Il s'approcha, et son cœur, habitué à la solitude et au silence, battit un grand coup sourd. Dans le lacet d'acier d'un piège de braconnier se débattait un loup. Un animal énorme, presque noir, un mâle alpha comme il n'en avait pas vu depuis au moins 10 ans. Sa patte avant droite n'était plus qu'un magma sanglant d'os, de tendons et de fourrure agglutinés. Le loup ne se débattait plus. Il était couché, respirant lourdement, et regardait le garde forestier en face. Et dans ses yeux jaunes, d'une intelligence inhumaine, il n'y avait ni peur, ni haine. Seulement de la lassitude et de la douleur. Selon le règlement, Jean aurait dû mettre fin aux souffrances de la bête d'une seule balle. C'eût été la bonne chose à faire. Humain, professionnel. Il épaula même son arme, aligna le crâne gris aux oreilles légèrement couchées dans sa mire. Ses mains ne tremblaient pas. En 40 ans dans le massif central, elles avaient désappris à trembler. Mais son doigt se figea sur la détente. Le regard. Tout tenait à ce regard. Le loup ne le regardait pas comme une victime regarde son bourreau. Il le regardait d'égal à égal. Et au fond de ses pupilles d'ambre dansait quelque chose que Jean ne connaissait que trop bien en lui-même. Le désir désespéré, obstiné, de vivre. Vivre malgré tout. Malgré la douleur, malgré le nœud coulant d'acier, malgré cet homme armé. Jean abaissa lentement sa carabine. « Te voilà bien dans le pétrin, mon vieux, marmonna-t-il dans le col givré de son manteau. Dans le pétrin jusqu'au cou. Il ne pouvait pas le tuer, mais il ne pouvait pas non plus l'abandonner ici à une mort certaine et atroce. Il restait une troisième voie, insensée, dangereuse, contraire à toutes les règles et au bon sens. C'est celle qu'il choisit. Retourner à son chalet isolé, dans le gîte forestier reculé du parc naturel régional du Vercors, rassembler sa trousse de premiers soins vétérinaires, empoigner une hache et quelques planches. Tout cela prit moins d'1 heure. Le plus difficile fut de s'approcher. Le loup, en le voyant revenir, se tendit de nouveau. Un grondement sourd et guttural s'échappa de sa poitrine. Le poil de son échine se hérissa. Jean s'arrêta à 10 pas. Il ne faisait aucun mouvement brusque. Il se mit simplement à parler d'une voix basse et calme, celle qu'on emploie avec un cheval effrayé ou un petit enfant. Il parlait de la météo, de l'épaisseur de la glace sur le lac Léman, du fait qu'il serait temps de couper plus de bois. Tout en parlant, il déboutonnait lentement son sac, sortait une seringue et une ampoule. « Pardonne-moi, mon grand, dit-il en faisant le dernier pas, je n'ai pas le choix. » Le loup tressaillit, retroussa ses babines, mais il n'avait plus la force de bondir. L'injection dans sa cuisse puissante fut brève et nette. La bête laissa échapper un couinement, puis son corps se détendit. Un voile passa sur ses yeux, qui se fermèrent. Il fallait travailler vite. Le gel n'attendait pas. À la hache, Jean trancha le câble d'acier. Les dents du piège s'étaient si profondément enfoncées dans l'os qu'il était impossible de les desserrer. Il dut sectionner un morceau de la pâte broyée avec le maudit appareil. Le sang ne coulait presque pas, gelant instantanément. Jean nettoya la plaie avec ce qu'il avait, de l'eau oxygénée et de la poudre antiseptique. Il la banda ensuite très serrée, puis posa par-dessus une attelle rudimentaire faite de 2 planchettes, liées avec de la ficelle. Pendant tout ce temps, il sentait sur lui le souffle de l'animal, chaud, intermittent. Il voyait ses paupières frémir. Le somnifère était vieux, la dose calculée pour un chien de taille moyenne. Sur ce géant, il ne pouvait agir que brièvement. Une fois terminé, Jean recula de quelques pas. Il resta là, à contempler le corps immobile, conscient de toute l'absurdité de la situation. Lui,
agent assermenté du parc, venait de sauver la vie d'un loup, le principal concurrent de l'homme dans le Massif central. Sauvé d'un piège posé par un autre homme. Il y avait dans tout cela quelque chose de profondément anormal et, en même temps, d'infiniment juste. Une demi-heure plus tard, le loup bougea. Il souleva péniblement la tête, regarda sa patte bandée, puis tourna son regard vers Jean, figé un peu plus loin. Un instant, ils se regardèrent, puis le loup, s'appuyant sur ses trois pattes saines et traînant la quatrième, s'enfonça en silence dans le sous-bois. Jean pensait ne plus jamais le revoir. Une semaine passa. La vie au gîte forestier reprit son cours hivernal habituel. Le matin, tournée d'inspection. L'après-midi, coupe de bois, réparation des raquettes, menu réparation. Le soir, allumage du poêle, maigre dîner et de longues heures de silence, bercé par le hurlement du vent. Le téléphone satellite restait muet la plupart du temps. Son fils unique, Léo, un homme d'affaires prospère à Paris, appelait rarement. Leur conversation était brève et vide, le temps, la santé, le fait que l'argent avait bien été envoyé. Léo vivait depuis longtemps dans un autre monde, où il n'y avait de place ni pour le Massif central enneigé, ni pour son vieux père un peu sauvage. Jean s'était habitué. Il n'attendait plus rien de personne depuis longtemps. Mais cet hiver-là, la solitude était particulièrement mordante. Elle faisait grincer le plancher, gémissait dans le conduit de la cheminée, le fixait depuis les coins sombres du chalet. Et puis, la bise noire s'abattit sur la région. Un vent d'ouragan dévalant des crêtes montagneuses. Il hurlait si fort que les murs tremblaient. La neige se transforma en un brouillard blanc et opaque où l'on ne voyait pas à 1 mètre. Pendant 2 jours, Jean ne quitta pas son logis, entretenant le feu dans le poêle et écoutant le rugissement des éléments. La 3e nuit, alors que le vent semblait atteindre son paroxysme, il se réveilla avec une étrange sensation. Quelqu'un l'observait. Il s'assit sur son lit, tendant l'oreille. Dehors, la tempête faisait rage, mais à travers ses hurlements, il distingua un faible grattement à la porte. Jean prit sa carabine. Les ours et les bêtes errantes ne s'étaient pas montrés cette année, Dieu merci. Mais qui sait quelle créature un tel temps pouvait pousser vers une habitation humaine? Il s'approcha de la fenêtre et, après avoir essuyé le verre gelé, scruta l'obscurité. Et il se figea. Là, sur le perron, roulé en une boule compacte et presque entièrement recouvert par la neige, il gisait. Le loup. Il était épuisé. Sa blessure s'était visiblement infectée. Il ne pouvait plus chasser. La faim et la tourmente l'avaient mené au seul endroit où il n'avait pas perçu une menace, mais autre chose. De l'aide, de la pitié. Les bêtes ignorent de tels mots, mais son instinct lui avait indiqué sans faillir où aller. Jean resta longtemps à la fenêtre. En lui s'affrontaient 2 sentiments, la prudence du vieil homme des montagnes et quelque chose d'autre, à quoi il ne pouvait donner de nom. Il ouvrit la porte. Un vent glacial s'engouffra dans le chalet, éteignant la lampe à pétrole. Le loup leva la tête. Ses yeux, dans l'obscurité, brûlaient d'un feu jaune. Il ne bougeait pas. Il attendait. Jean retourna vers le poêle, sortit de la marmite les restes du bœuf bourguignon de la veille, les versa dans une vieille gamelle en aluminium et la déposa sur le perron, à quelques pas de l'animal. Puis il referma la porte. Par la fente, il vit le loup, après une hésitation, boitiller sur 3 pattes jusqu'à la gamelle et commencer à manger, affamé, en dévorant tout. Ainsi commença leur étrange amitié silencieuse. Chaque nuit, le loup venait sur le perron. Chaque nuit, Jean lui déposait une gamelle de nourriture. Ils ne s'approchaient jamais l'un de l'autre. 3 mètres de perron enneigé les séparaient, mais ils étaient ensemble. Un soir, alors que le gel s'intensifiait et que la chaleur du poêle rendait l'air du chalet étouffant, Jean décida de boire son thé dehors. Il s'en versa dans sa tasse ébréchée, puis, après avoir hésité, versa un peu de thé chaud et sucré dans une vieille soucoupe en émail. Cette soucoupe était un vestige du chat de sa défunte épouse. Il la posa à l'endroit habituel, près de la gamelle. Le loup, qui attendait déjà son dîner, regarda avec surprise le liquide fumant. Il s'approcha prudemment, renifla la soucoupe et, sortant sa longue langue, se mit à laper. À partir de ce jour, le rituel devint immuable. Chaque soir, Jean buvait son thé sur son perron. Et près de lui, à 3 pas de distance, un immense loup du Massif central buvait du thé dans une vieille soucoupe. Un de ces soirs-là, le téléphone sonna. Jean sursauta, surpris. C'était Léo. « Salut, papa.
comment ça va? Tu es vivant? La voix de son fils était distante, comme toujours. Vivant, répondit sèchement Jean. Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, une affaire. En fait, je lance un nouveau projet. J'ai besoin de fonds. Il faut vendre ton appartement en ville. Jean resta silencieux. L'appartement où ils avaient vécu avec sa femme, où Léo avait grandi. Papa, tu m'entends? Ce n'est qu'une boîte en béton. À quoi bon la garder? Je t'enverrai une procuration, tu n'auras qu'à signer. D'accord, répondit Jean d'une voix sourde. Parfait. Bon, je te laisse, je dois filer. Bip court. Jean reposa le combiné. Il regarda dans l'obscurité. Le loup avait fini son thé et le regardait, la tête légèrement penchée. Le monde des hommes venait une fois de plus de le rejeter, tandis que le monde animal était assis là, en silence, à ses côtés. Jean leva les yeux du loup et regarda vers la ligne sombre de la forêt. Et soudain, tout son corps se tendit. Le loup le sentit aussi. Il se leva lentement, le poil de son échine se hérissa, et de sa poitrine s'échappa un grondement bas et menaçant. Il ne regardait pas Jean. Il regardait dans l'obscurité, là d'où, sur la neige crissante, s'approchaient deux lueurs blafardes, les phares d'une motoneige. La motoneige vrombissait, déchirant le silence originel du massif central. Le son était étranger, mauvais, mécanique. Le loup n'attendit pas. Il ne s'enfuit pas paniqué. Il se fondit simplement dans la nuit, se confondant avec les ombres des sapins centenaires. En un instant, il ne resta à sa place que le vide et un nuage de vapeur à peine visible de sa respiration. Jean le suivit du regard, puis serra plus fort le fût de sa carabine. Il n'avait pas peur. La peur s'était évaporée de lui depuis longtemps, avec les espoirs et les illusions. Il ne restait qu'une sourde et obstinée résignation à tout. Les phares arrachèrent de l'obscurité son chalet, son toit enneigé, la pile de bois. Le moteur ralentit et s'éteignit. Un silence assourdissant s'installa, seulement troublé par le crissement de la neige sous de lourdes bottes. Une silhouette apparut derrière la motoneige, grande, athlétique, vêtue d'un treillis flambant neuf. Le visage, éclairé par la froide lumière de la lune, était jeune et dur. « Jean, bonsoir. » La voix était nette, sans essoufflement malgré le froid. C'était Lucas. Lucas, le jeune inspecteur de la direction, envoyé de la ville quelques années plus tôt. Ambitieux, droit, vivant selon le règlement et les instructions. Jean ne l'aimait pas beaucoup. Il venait de mondes différents. « Salut à toi aussi, Lucas » grommela Jean sans baisser son arme. « Inspection imprévue? Tu as décidé de visiter le gîte le plus éloigné? » Mensonge. De nuit, par un tel froid, on ne fait pas d'inspection. Il était donc venu dans un but précis. Sur dénonciation ou parce qu'il avait lui-même flairé quelque chose. Lucas contourna la motoneige. Son regard scannait professionnellement les environs. Il ne regardait pas Jean. Il lisait la neige comme un livre ouvert. Des traces fraîches, constata-t-il en hochant la tête vers la zone tassée devant le perron. Un loup, un grand mâle. Un seul. Et il tourne constamment près du chalet. Qu'est-ce que tu en dis, Jean? C'est le massif central, haussa les épaules Jean. Les bêtes se promènent. Elles se promènent, mais ne s'approchent pas si près d'une habitation. Sauf si elles sont blessées, ou nourries. Lucas leva les yeux, et un intérêt froid brilla dans son regard. Il s'approcha lentement du perron. Sa puissante lampe de poche dessinait des cercles de lumière sur la neige. Il vit tout, la couche tassée du loup, les restes d'os au pied du perron, puis le faisceau de la lampe s'immobilisa, arrachant de l'obscurité une petite soucoupe en émail. Au fond, un cercle sombre de thé non bu avait gelé. Le silence devint oppressant. Lucas éteignit sa lampe. Une soucoupe, dit-il doucement, mais sa voix avait des accents métalliques. Tu lui sers du thé, Jean? Du thé? Avec du sucre, j'imagine. Il fit un pas vers Jean. Son visage était à peine visible à la lueur de la lune. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es un agent assermenté avec 40 ans de service. Tu apprivoises un prédateur, tu crées une bête mangeuse d'hommes. Il perdra sa peur de l'humain. Tôt ou tard, il ne viendra plus pour le thé. Il viendra au village, vers les gens, vers les enfants. Et qui sera le coupable? Toi, Jean.
Chaque mot était un coup de fouet. Et le pire, c'est que Lucas, à sa manière, avait raison. Raison du point de vue des instructions, des règles du monde civilisé. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'ici, dans ce gîte perdu, d'autres lois s'appliquaient. Les lois de la solitude, les lois de la survie. Il était pris dans un piège, dit Jean d'une voix sourde. La pâte broyée. Il serait mort. C'aurait été la sélection naturelle, trancha Lucas. Notre travail est de protéger la nature, pas d'interférer dans ses processus. Tu aurais dû l'abattre, rédiger un rapport. Point. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Un sanatorium pour animaux sauvages. Il ralluma sa lampe et l'orienta vers le visage de Jean. Je ne vais pas faire de rapport. Pour l'instant. Je comprends, l'âge, la solitude ici. Toutes sortes d'idées peuvent te passer par la tête. Mais il faut que ça cesse. Immédiatement. Que proposes-tu? Demanda Jean, sentant tout se pétrifier en lui. Je te donne 3 jours, dit Lucas sèchement. 3 jours pour que ce loup ne soit plus ici. Que tu l'abattes ou que tu le chasses, peu m'importe. Dans 3 jours, je reviens. Si je vois la moindre trace fraîche près du chalet, je demanderai ta suspension. On mettra ça sur le compte d'une retraite pour raison de santé. Crois-moi, Jean. La commission trouvera toujours quelque chose à redire. Tu m'as compris? Jean hocha la tête en silence. Lucas tourna les talons sans un mot de plus, démarra sa motoneige, et 1 minute plus tard, son vacarme s'éteignit au loin. Jean resta seul. Sur le perron, près de la soucoupe gelée. 3 jours. 3 jours pour trahir le seul être vivant qui avait été à ses côtés durant cet hiver infini. Il entra dans le chalet, s'assit à table et se versa un verre d'eau de vie. Il but d'un trait, sans manger, en regardant la fenêtre sombre. Il ne pensait pas à Lucas, il pensait à son fils, à sa voix au téléphone, aux mots « boîte en béton ». Lucas et Léo, ils étaient du même monde. Un monde où tout se mesurait en argent, en règle et en efficacité. Un monde où il n'y avait de place ni pour les vieux pères, ni pour les vieux loups. Ayant fini son verre, il se leva. Une rage froide bouillonnait en lui. Pas contre Lucas, contre lui-même, contre sa propre vie. Il renfila son manteau, prit sa carabine et sortit. Il avait besoin de marcher, de se calmer. Il suivit la trace de la motoneige, puis bifurqua sur un sentier menant au cœur de la forêt. Là où le loup était parti. Il marchait sans regarder où il mettait les pieds, absorbé par ses pensées. La lune illuminait la forêt, la transformant en un royaume spectral en noir et blanc. Soudain, il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Un 6e sens, affûté par des décennies de vie dans le massif central, le fit s'immobiliser. Il inspecta attentivement les alentours. Rien, le silence. Mais l'inquiétude ne le quittait pas. Il fit un pas de plus et sentit sa botte s'accrocher à quelque chose. Il baissa lentement les yeux. Sous une fine couche de neige, on distinguait un fil d'acier à peine visible. Fin comme une corde de guitare, il était tendu à hauteur de tibia, en travers du sentier. Ce n'était pas un simple collet pour les lièvres. C'était un nœud coulant étrangleur professionnel, conçu pour que la bête, une fois prise, ne puisse ni respirer, ni émettre le moindre son. Et il était posé sur le sentier que le loup empruntait chaque soir pour venir chez lui. Les braconniers. Non seulement ils étaient revenus, mais ils l'avaient surveillé, ils savaient. Et ils n'étaient pas venus pour le gibier, ils étaient venus pour son loup. Un froid glacial pénétra Jean jusqu'aux os, mais ce n'était pas le gel, c'était le froid de la prise de conscience. Il s'agenouilla, sans quitter des yeux le fin fil d'acier. Ce n'était pas le travail d'un simple braconnier. C'était celui d'un boucher. Le collet était fixé à un mécanisme à ressort, gelé dans le tronc d'un arbre. Le déclencheur, un fil de nylon très fin, presque invisible sur la neige. L'animal, en s'y accrochant, actionnait le ressort, et le câble d'acier se serrait à la vitesse de l'éclair autour du cou ou de la patte, brisant les os et étouffant. Silencieux, efficace, et inhumain. Il savait que le loup était blessé, qu'il marcherait lentement, en suivant le sentier familier. Il l'attendait. La fureur qu'il ressentit était silencieuse et glaciale. Elle ne criait pas, elle poussait à l'action. Ses doigts, durcis par le gel et le travail, bougeaient avec une précision chirurgicale. Il ne cassa pas le mécanisme. Avec la lame de son couteau,
il désactiva délicatement le déclencheur, puis desserra et retira le collet. Enroulant le câble d'acier, il le fourra dans la poche profonde de son manteau. La première preuve. Mais il savait que ce ne serait pas la dernière. Ces gens-là ne posent pas un seul piège, ils tissent une toile. Et si le loup n'était pas tombé dans celui-ci, il aurait pu tomber dans le suivant. L'ultimatum de Lucas, ses menaces de suspension, tout cela passa en un instant au second plan, devint mesquin et insignifiant. Il ne s'agissait plus d'enfreindre des instructions, il s'agissait d'une guerre. Sa guerre, silencieuse et solitaire. Il ne rentra pas chez lui. Il s'enfonça plus loin dans la forêt. Mais maintenant, il ne marchait plus simplement, il chassait. Il ne cherchait pas les traces d'un animal, mais celles d'un homme. Ici, aux racines d'un vieux mélèze, la neige était tassée différemment de ce que ferait le vent. Quelqu'un s'était tenu là. Longtemps, à l'affût. Il s'accroupit et passa la main sur la surface. Sous une fine couche de neige fraîche, on devinait l'empreinte d'une lourde botte à semelle crantée. Ni ses bottes fourrées, ni les chaussures légères de Lucas. Une trace étrangère. Il suivit la chaîne à peine visible de ses empreintes, et son intuition, affinée par des décennies, le guida sans erreur. 200 mètres plus loin, il trouva un deuxième piège. Un collet à martre, installé près d'un arbre abattu. Il le neutralisa aussi. Puis un troisième. Un quatrième. Il travaillait méthodiquement, barrant tous les sentiers d'animaux menant à l'eau et en revenant. Il ratissait le massif central comme des pêcheurs ratissent une rivière au filet, prenant tout ce qui vit. Il passa toute la journée suivante dans la forêt. Il oublia la faim, le froid, la fatigue. Il était obsédé par une seule pensée, trouver et neutraliser. Le soir, dans son cabanon, gisait une montagne de ferrailles mortelles, pièges à mâchoire, collets, nœuds coulants. Il était certain de ne pas avoir tout trouvé, mais il avait nettoyé le périmètre principal autour de son gîte. Il retourna au chalet alors que le crépuscule s'épaississait. Son corps était endolori par la tension. Il restait un jour avant l'arrivée de Lucas, et il restait le plus terrible à faire. Il alluma le poêle, mit la bouilloire à chauffer, mais ce soir, il n'allait pas boire de thé sur le perron. Le rituel de ce soir serait différent. Il prit sa carabine, vérifia les cartouches. Quand, au dehors, il entendit le pas familier et légèrement boitillant, son cœur se serra. Il sortit sur le perron. Le loup était déjà à sa place habituelle, la tête penchée, attendant. Ses yeux jaunes brillaient de confiance dans l'obscurité. Il attendait son thé chaud et sucré. Il attendait son étrange ami. Au lieu de la soucoupe, Jean leva sa carabine. « Va-t'en » cria-t-il, et sa propre voix lui parut étrangère et brutale. Le loup tressaillit, coucha les oreilles. L'incompréhension traversa son regard. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. « Dehors, j'ai dit. »« Dégage » cria de nouveau Jean. Il leva son arme vers le ciel et tira. La détonation assourdissante déchira le silence de la nuit, roula en écho dans le massif central gelé et s'éteignit. Les oiseaux, réveillés en sursaut, s'envolèrent des branches dans un bruissement d'ailes. Le loup recula. Son corps se contracta comme un ressort. Il regardait Jean, et dans son regard, il n'y avait plus d'incompréhension. Il y avait de la douleur. La douleur de la trahison, que l'animal ressent peut-être plus vivement que l'homme, car il ne sait pas l'expliquer. Il ne s'enfuit pas. Lentement, pas à pas, il commença à reculer, sans quitter Jean de ses yeux ardents. Pars, croassa Jean, sentant une boule lui nouer la gorge. Il leva de nouveau sa carabine et tira une seconde fois, mais cette fois dans la neige, à quelques mètres du loup. Une gerbe de neige jaillit. C'en était trop pour le loup. Il tourna les talons et, en 3 bonds, disparut dans l'obscurité salvatrice de la forêt. Jean resta sur le perron, serrant dans ses mains sa carabine encore chaude. Ses oreilles bourdonnaient, l'air sentait la poudre. Il l'avait sauvé. Sauvé de Lucas, sauvé des braconniers. Mais le prix de ce sauvetage était insupportable. Il venait de détruire la seule chose qui le liait au monde des vivants. Il se sentait vidé. La fatigue, qu'il n'avait pas remarquée de toute la journée, s'abattit sur lui d'un seul coup. Il entra dans le chalet, jeta la carabine dans un coin et, sans se déshabiller, s'effondra sur son lit. Il sombra dans un sommeil lourd et sans rêve. Il fut réveillé par le froid. Le poêle était presque éteint. Dehors,
une aube blafarde et sans joie se levait. Le dernier jour de l'ultimatum. Jean se leva péniblement, sortit sur le perron pour rentrer du bois. Il jeta un œil à l'endroit où se tenait le loup la veille. Le vide, le silence, tout était fini. Il se tourna vers le cabanon pour prendre sa hache, et se figea. La porte du cabanon était entr'ouverte. Il se souvenait précisément de l'avoir fermée la veille au soir avec le lourd loquet. Son cœur eut un soubresaut d'angoisse. Il s'approcha lentement et poussa la porte. L'intérieur était sombre. La montagne de pièges neutralisés qu'il avait entassés contre le mur avait disparu. L'endroit était vide. Jean fit un pas à l'intérieur, essayant de comprendre ce qui s'était passé. C'est alors que son regard tomba sur le mur en face de l'entrée. Sur un gros clou rouillé, juste à hauteur de ses yeux, quelque chose était accroché. Quelque chose de sombre, couvert de sang coagulé et de touffes de fourrure grise. C'était une patte de loup. Pas une patte mutilée par un piège, pas une patte blessée. Simplement une patte coupée, celle d'un loup adulte. Et ce n'était pas la patte du loup. Jean le savait, mais c'était un message. Court, brutal, et parfaitement compréhensible. Nous savons. Nous avons tout repris. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. La prochaine fois, ce pourrait être toi. Il ne recula pas, ne cria pas. Il resta simplement là, à regarder ce trophée macabre. Quelque chose en lui se brisa. Quelque chose de chaud et de vivant, qui subsistait encore dans son âme après les soirées avec le loup, mourut. À sa place vint un vide froid et vibrant, suivi de la fureur. Pas une fureur criarde, hystérique, mais la fureur calme et calculatrice du chasseur qui s'est mis sur la piste d'une bête dangereuse, l'homme. Il saisit délicatement le gros clou rouillé entre deux doigts et le retira du bois gelé. Il enveloppa la patte dans un chiffon propre et la rangea dans l'appentis, au froid. C'était une preuve matérielle, la principale. Mais il savait que pour des gens comme Lucas, cela ne suffirait pas. Les braconniers diraient que c'était lui, le vieux garde, qui avait tué le loup et qui essayait maintenant de rejeter la faute sur de mythiques étrangers. Il fallait quelque chose de plus, d'irréfutable. Il fallait que Lucas les voie lui-même, vivant, pris en flagrant délit. Et dans la tête de Jean, un plan commença à se former. Audacieux, dangereux, à la limite de la légalité. Mais il n'en avait pas d'autre. Il rentra dans le chalet. Aujourd'hui, il n'allumerait pas le poêle. Une maison froide est le signe que son propriétaire est parti ou s'apprête à le faire. Il sortit de sous son lit une vieille valise en contreplaqué, l'ouvrit et commença à y jeter les premières choses qui lui tombaient sous la main, un vieux pull, quelques paires de chaussettes en laine, un livre. Il créait l'apparence de préparatifs hâtifs. Ensuite, il sortit et se mit à fendre du bois de manière ostentatoire, mais sans l'empiler, le jetant négligemment à côté, comme si plus rien n'avait d'importance pour lui. Il travaillait, mais en même temps, il écoutait. Il écoutait le massif central. Il savait qu'ils étaient quelque part, tout près, à l'observer, à savourer sa peur. Mais il se trompait. Ce n'était pas de la peur, c'était une invitation. Il attendit jusqu'à midi. Le temps s'étirait, atrocement lent. Le soleil peinait à percer les bas nuages d'hiver, colorant la neige de teinte grise et morne. Il savait qu'ils viendraient. Leur arrogance était leur faiblesse. Ils avaient repris leur piège et laissé leur sinistre message, et maintenant, ils voudraient sûrement s'assurer que le vieil homme était brisé et prêt à fuir. Ou peut-être voulaient-ils finir ce qu'ils avaient commencé, prendre sa carabine, ses provisions. Dans le massif central, rien n'est superflu. Il cessa de fendre du bois, rentra la hache dans le chalet en laissant la porte entr'ouverte, prit sa carabine, vérifia les cartouches de chevrotine au parfait pour un homme et se glissa dans sa cachette. Ce n'était pas une cachette au sens propre, c'était la cave, profonde et froide, pour conserver les provisions. La trappe se trouvait juste à l'entrée, sous une latte du plancher recouverte d'une vieille peau d'ours. Il descendit dans l'obscurité qui sentait la terre et le gel, et referma la trappe derrière lui, ne laissant qu'une minuscule fente pour voir une partie de la porte et de la fenêtre. Et l'attente commença, la plus dure des épreuves. Dans le silence de la cave, chaque bruit extérieur semblait assourdissant. Une branche craqua sous le poids de la neige. Il sursautait. Un jet passa en criant quelque chose dans son langage d'oiseau. Il se figeait. 1 heure, 2. Le silence pesait, jouait avec ses nerfs. Il commença à douter. Et s'il ne venait pas?
Et s'il était simplement assis là, dans un trou froid, comme un lâche, et que dans quelques heures, Lucas arriverait, verrait le chalet abandonné, les traces de préparatifs paniqués, et lui signifierait son renvoi pour désertion? Mais c'est alors qu'il l'entendit, un crissement de neige à peine perceptible, différent de celui de ses propres bottes. Prudent, furtif. Un homme. Puis un deuxième. Ils s'approchèrent du chalet et s'arrêtèrent. Jean retenait presque sa respiration. À travers la fente, il voyait des jambes dans de lourdes bottes. Ils restèrent là 1 minute, à écouter. Puis l'un d'eux poussa la porte. Elle s'ouvrit en grinçant. Une lumière blafarde inonda le chalet. Une silhouette se dessina dans l'embrasure. Un homme d'une 40aine d'années, le visage couvert d'une barbe de plusieurs jours et des petits yeux fuyants et méchants. Il balaya la pièce du regard, vit la valise ouverte, la hache abandonnée, et sourit. Le vieux a craqué, lança-t-il par-dessus son épaule. Il se prépare à décamper. Le second entra. Celui-ci était plus grand, plus large d'épaules. Son visage était caché sous un passe-montagne, on ne voyait que des yeux froids et sans couleur. « Les pièges sont en place » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Vide. Il a tout pris. Et il a vu notre mot. Bien. Fouillons tout ça. La carabine, les munitions, tout peut servir. Ils se dispersèrent dans le chalet. L'un se mit à fouiller dans les affaires, le second s'approcha de la table. Jean se figea. Son doigt était sur la détente. Il attendait. Il aurait pu tirer maintenant. Mais il n'avait pas besoin de cadavres, il avait besoin de braconniers vivants pour Lucas. Il attendait le moment parfait. Et c'est alors que le plus grand remarqua le téléphone satellite sur l'étagère. Il le prit, le tourna dans ses mains. Le lien avec le monde, ricana-t-il. On casse l'antenne et c'est fini. Il moisira ici jusqu'au printemps, s'il ne crève pas avant. Il leva le bras pour frapper le téléphone contre le coin de la table. Et à cet instant précis, quelque part au loin, très loin, Jean entendit le son qu'il attendait et craignait à la fois. Le vrombissement croissant, hachant l'air. Un hélicoptère. Lucas arrivait, pile à l'heure. Les braconniers entendirent aussi le bruit. Ils se figèrent, échangèrent un regard. La panique traversa leur visage. L'inspection siffla le plus petit. On se tire. Arrête, aboya le second. S'il nous voit près du gîte, il y aura des questions. On se cache dans le cabanon. On attend qu'il reparte. C'était la chance que Jean attendait. Ils se précipitèrent hors du chalet vers le cabanon. Jean sortit de la cave comme un fantôme. Rapidement, sans un bruit, il courut jusqu'à la porte du cabanon, sur laquelle pendait un cadenas massif dont il avait la clé dans sa poche. Il passa l'anse du cadenas dans les moraillons et le referma d'un clic. Il les avait enfermés, comme des bêtes dans un piège. Le bruit de l'hélicoptère s'intensifiait. Il était presque au-dessus de sa tête. Du cabanon parvint un coup sourd, puis un second. Ils avaient compris qu'ils étaient pris. Une bordée de jurons, rageurs et désespérés, retentit. Jean s'éloigna du cabanon, épaula sa carabine et se posta au milieu de la cour, regardant le point qui approchait dans le ciel gris. L'hélicoptère amorçait sa descente. Le jeu avait commencé. Les pales de l'hélicoptère fendaient l'air lourd et glacial, soulevant des nuages de poudreuse. L'engin, semblable à une libellule géante et gelée, toucha délicatement de ses patins la neige tassée. Le moteur rugit une dernière fois puis commença à faiblir, passant à un vrombissement bas et vibrant. Jean ne bougea pas. Il se tenait là, comme enraciné, serrant sa carabine à 2 canons et regardant la porte latérale s'ouvrir. Le premier à sauter sur la neige fut Lucas. Derrière lui, un autre garde, plus jeune, avec un fusil d'assaut en bandoulière. Lucas portait un casque de vol, mais il l'enleva aussitôt, et son visage, buriné et mauvais, parut à Jean encore plus dur qu'il y a 2 jours. « Jean, putain, qu'est-ce qui se passe ici » cria Lucas pour couvrir le bruit du moteur. Son regard balaya Jean, puis le chalet à la porte entr'ouverte, et enfin le cabanon, d'où provenaient des coups sourds et des jurons étouffés. Le jeune garde épaula aussitôt son fusil, le pointant vers le cabanon. L'arme à terre, Jean, doucement, ordonna Lucas. Jean ne bougea pas d'un pouce. Il abaissa juste légèrement le canon de sa carabine. Ils sont dans le cabanon, dit-il calmement, et sa voix sonna étonnamment ferme.
Qui, il? Lucas fit quelques pas en avant, réduisant la distance. Ceux qui posent les pièges. Ils sont deux. Lucas se figea. Il regardait le visage de Jean, essayant de savoir si le vieil homme disait la vérité ou s'il avait définitivement perdu la raison. Dans le cabanon, quelque chose tomba de nouveau avec fracas, suivi d'un cri désespéré. « Eh, chef! Sortez-nous de là! Ce vieux salaud est devenu fou, il nous a enfermés. » La voix était effrayée, mais avec des notes stridentes et insolentes. Lucas reporta son regard sur Jean. « Tu les as enfermés? » « Enfermés, » répondit simplement Jean. « Sur quelle base? » « Sur la base que ce sont des braconniers et des assassins. » Des preuves. Chaque mot de Lucas était net et froid comme la glace du lac Léman. Il ne croyait pas. Il voyait devant lui un vieux garde qui avait enfreint un ordre, et qui avait peut-être attaqué des chasseurs de passage. Jean plongea silencieusement la main dans la poche de son manteau et en sortit une clé. Vieille, massive, rouillée. Il la jeta sur la neige entre lui et l'inspecteur. Les preuves sont dans le cabanon, et dans l'entrée. Lucas hésita un instant, puis fit un signe de tête au jeune garde. Garde les enjoues. Tous les deux. Le garde acquiesça, et Lucas, lentement, sans quitter Jean des yeux, ramassa la clé. Ouvre, ordonna-t-il à son partenaire. Ce dernier, tenant son fusil prêt, s'approcha du cabanon, inséra la clé dans la serrure, la tourna. Le déclic retentit avec un bruit assourdissant. Le garde ouvrit la porte d'un coup sec et bondit sur le côté, s'abritant derrière le montant. De l'ouverture sombre, plissant les yeux à cause de la lumière, sortirent deux hommes en trébuchant. Le premier, aux yeux fuyants, leva aussitôt les mains. « Dieu merci, chef. On a cru que c'était la fin. » Ce vieux, il n'acheva pas sa phrase. Le second, grand et costaud, sortit derrière lui. Il ne levait pas les mains. Il regardait droit vers Jean, et dans ses yeux sans couleur dansait une haine si intense qu'elle donnait le frisson. « Que faisiez-vous sur le territoire du parc » demanda Lucas d'un ton glacial. « Ben, on s'est perdu » bredouilla le premier. « La tempête, tout ça. On a décidé de passer voir le garde, demander du sel, peut-être passer la nuit. Et il nous a sauté dessus avec sa carabine. Il est fou, je vous dis. Avez-vous une arme sur vous » poursuivit Lucas. Quelle arme, chef? On est des touristes. Le mensonge était si flagrant que Jean ne prit même pas la peine de le commenter. Il se contenta de regarder Lucas. Et Lucas, bien qu'étant un homme d'instruction, était aussi un inspecteur expérimenté. Il voyait bien que ces touristes étaient habillés de manière trop professionnelle et que leurs bottes n'étaient pas faites pour des promenades en forêt. Mais ce n'était pas suffisant. Fouillez-les, lança-t-il au garde. À la fouille, on ne trouva que des couteaux. Ni carabine, ni piège. Vous voyez bien, chef, recommença à geindre le premier. On est clean. C'est lui qui a tout inventé. Le grand se taisait. Il se contentait de foudroyer Jean du regard. Lucas était perplexe. La situation était dans une impasse. La parole du vieil homme contre celle de deux hommes sur qui on n'avait rien trouvé d'illégal. C'est alors que Jean dit, dans l'entrée, sur le clou. Lucas fronça les sourcils, laissant le jeune garde avec les détenus, se dirigea vers le chalet. Jean le suivit. Il entra dans l'entrée froide et sombre et désigna le mur. Lucas alluma la lampe de poche de son téléphone. Le faisceau arracha de l'obscurité un chiffon accroché au clou. L'inspecteur le décrocha prudemment et le déplia. Sur sa paume reposait une patte de loup coupée. Le sang avait déjà séché et noirci. Lucas la contempla longuement, puis reporta son regard sur Jean. Quelque chose avait changé dans ses yeux. La compréhension. « C'est leur œuvre » demanda-t-il doucement. « Ils m'ont laissé ça en guise d'avertissement. Après que j'ai trouvé et enlevé tous leurs pièges. Ils étaient dans le cabanon. Ils les ont repris pendant la nuit. » Lucas sortit de l'entrée en silence. Il s'approcha des détenus. Son visage était un masque de pierre. « Où sont les pièges » demanda-t-il. « Quels pièges, chef » tenta de nouveau de se défiler le premier. Lucas ne répéta pas la question. Il lui asséna un coup de poing sec et bref dans le plexus solaire. Le braconnier se plia en deux, cherchant son souffle. « Parle, ordure » siffla Lucas. Et l'autre se mit à parler. «
De manière confuse, en s'étouffant avec ces mots, il raconta tout, la chasse à la martre, le loup qui les dérangeait, et comment ils avaient décidé d'intimider le vieux garde. Le garde passa les menottes à leurs poignets. Tout était fini. Lucas s'approcha de Jean. Il avait l'air fatigué. Jean, il ne savait que dire. S'excuser pour sa méfiance? Le remercier? Il tendit simplement la main. Jean la serra. Une solide poignée de main virile en dit plus que tous les mots. On les emmène en ville, dit Lucas en désignant les braconniers. Là-bas, ils s'en occuperont. C'est une affaire sérieuse. Ils en prendront pour longtemps. Il se tourna pour donner un ordre aux gardes. Et à ce moment, le grand braconnier, Nicolas, qu'on menait à l'hélicoptère, s'arrêta et regarda Jean. Un sourire mauvais et tordu apparut sur ses lèvres. Tu as fait une erreur, le vieux, croassa-t-il. On a le bras long. J'ai entendu dire que tu avais un fils à Paris? Léo, je crois. C'est une grande ville, dangereuse. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Le monde de Jean se réduisit à cette seule phrase. Tout le reste, le vrombissement de l'hélicoptère, le vent froid, les visages des gardes passa au second plan, devint flou et sans importance. Il fit un pas vers le braconnier, et à cet instant, Lucas, réagissant instantanément, le tira en arrière tout en poussant le détenu si fort qu'il tomba dans la neige. Silence, charogne, rugit l'inspecteur, et une fureur authentique résonna dans sa voix. Il se pencha sur l'homme à terre, et Jean n'entendit pas ce qu'il lui dit exactement. Mais le braconnier blêmit, et son sourire insolent s'effaça, remplacé par une peur animale. Lucas se redressa. Ce sont des menaces en l'air, Jean, dit-il en regardant Jean dans les yeux. Il essaie de t'intimider. Je noterai tout dans le rapport, toute cette saleté. On leur ajoutera un chef d'accusation pour menace contre un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ils ne sortiront pas de sitôt. Jean hocha la tête en silence, mais il savait que Lucas se trompait. Ce n'étaient pas des menaces en l'air. De tels hommes ne jettent pas des paroles au vent. Leurs bras étaient effectivement longs, et ils n'étaient pas faits de muscles et d'os, mais d'argent, de relations et de brutes du même acabit, prêts à tout. Il regarda les braconniers être embarqués dans l'hélicoptère. Il ne regardait plus dans sa direction, mais cela ne le rassurait pas. Les pales se mirent à tourner jusqu'à produire un rugissement assourdissant. L'engin décolla et, après avoir viré, mit le cap au sud, se transformant en un petit point noir sur le fond du ciel gris. Et le silence retomba, encore plus profond et plus lourd qu'auparavant. Jean, ça va? Lucas s'approcha de lui. Il retira son gant et lui tendit un paquet de cigarettes. Jean en prit une machinalement, bien qu'il n'ait pas fumé depuis 5 ans. Merci. Ne prends pas ça à cœur. Dès que j'arrive, je transmettrai l'info à qui de droit. Tu me donneras l'adresse de ton fils? On le mettra sous surveillance. On préviendra le commissariat du coin. Jean eut un sourire amer. Un commissariat à Paris contre des gens qui tiennent des quartiers entiers sous leur coupe. Je te la donnerai, dit-il. L'adresse, je te la donnerai. Il comprenait que Lucas voulait sincèrement aider. Ce jeune inspecteur si correct avait changé au cours des dernières heures, il avait vu une autre facette de la vie, celle qui n'est pas décrite dans les instructions. Mais son aide était une goutte d'eau dans l'océan. Tu devrais partir d'ici, Jean, dit Lucas en regardant le chalet désormais orphelin. Au moins pour un temps. En ville, chez ton fils. Je n'ai nulle part où aller, répondit sèchement Jean. Il tira sur sa cigarette. La fumée âcre lui brûla la gorge. Partir? Et après? Revenir ici sur des cendres? Il ne le laisserait pas tranquille. Il ne pardonne pas ce genre de choses. Il n'était plus simplement une nuisance, il était un ennemi. J'enverrai une relève dans une semaine, décida Lucas. Tu feras tes affaires, tu te reposeras, et nous, on va nettoyer tout ça comme il faut. Peut-être que leur campement est quelque part par ici. Jean hocha de nouveau la tête. Il ne discuta pas. Il savait qu'il n'y aurait pas de relève. Parce que dans une semaine, il serait peut-être déjà trop tard. Quand l'hélicoptère fut parti, Jean resta longtemps au même endroit, le regardant s'éloigner. Il était seul. Absolument seul face à un ennemi invisible mais puissant. Il rentra dans le chalet. Le froid le transperçait jusqu'aux os. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vieux et impuissant.
Il s'assit à table et regarda le téléphone satellite. Le seul fil qui le reliait à ce monde où son fils était maintenant en danger. Il devait appeler, le prévenir. Mais que lui dirait-il? Salut fiston. Des bandits te menacent parce que je les ai attrapés dans la forêt. Léo penserait qu'il était devenu fou de solitude, qu'il souffrait de paranoïa sénile. Leur dernière conversation sur l'appartement résonnait encore à ses oreilles. Ils étaient devenus des étrangers, mais la peur pour son fils était plus forte que la rancœur et l'orgueil. Il composa le numéro qu'il connaissait par cœur. Longue et angoissante sonnerie. Il pensait déjà que personne ne répondrait. Oui, retentit dans le combiné la voix sèche et impatiente de Léo. En fond sonore, du bruit, des voix, de la musique. Il n'était pas chez lui. Léo, c'est ton père. Papa, il s'est passé quelque chose? Je suis en réunion, là. Je ne peux pas parler longtemps. Léo, écoute-moi. C'est important. Quoi, l'argent n'est pas encore arrivé? Je l'ai envoyé pourtant. Non. Jean haussa la voix. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut que tu sois prudent. Ne sors pas tard seul. Fais attention aux voitures inconnues près de chez toi. Un silence s'installa au bout du fil. Papa, de quoi tu parles? Tu as bu? Je n'ai pas bu. J'ai attrapé des braconniers ici. Ce sont des gens dangereux, des bandits. Ils t'ont menacé. Il entendit Léo ricaner à l'autre bout du fil. Un petit rire condescendant. Papa, écoute, j'apprécie que tu t'inquiètes, vraiment. Mais ici c'est Paris, pas ton massif central. J'ai des vigiles au bureau et un concierge dans l'immeuble. Quel bandit? Tu as trop regardé la télé? Bon, je n'ai vraiment pas le temps. On s'appelle ce week-end. Salut. Et les bips. Court, indifférent. Jean reposa lentement le combiné sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. C'était fini, un mur. Il était seul face à son malheur. L'impuissance s'abattit sur lui avec une nouvelle force, l'écrasant au sol. Il sortit du chalet, marcha sans but dans la neige. Il ne pouvait pas rester en place. Il devait faire quelque chose, mais quoi? Il s'enfonça loin dans la forêt, là où il avait trouvé le premier collet la veille. Il resta là, à regarder la neige tasser, les traces de lutte, les vestiges de sa brève guerre. Et soudain, il entendit un hurlement. Lointain, prolongé, mélancolique. Mais il n'y avait ni douleur ni peur. Il y avait de la force, il y avait de la vie. Le loup. Il était vivant. Et il était quelque part, tout près. Jean se dirigea vers le son. Il ne savait pas pourquoi. Ses jambes le portaient d'elles-mêmes. Il marchait, se frayant un chemin à travers les buissons, enjambant les arbres abattus. Le hurlement se répéta, plus proche cette fois, puis il déboucha sur une grande clairière baignée de lumière lunaire, et se figea. Au milieu de la clairière, sur une petite éminence, se tenait le loup. Il avait l'air complètement différent. Ce n'était plus la bête traquée et blessée venant chercher l'aumône. Il se tenait droit, la tête fièrement relevée. Sa claudication était presque imperceptible. Et autour de lui, à une distance respectueuse, étaient assis 4 autres loups. Sa meute. Ils le regardaient, lui, leur chef. Le loup, sentant la présence humaine, tourna lentement la tête. Ses yeux jaunes rencontrèrent le regard de Jean. Et dans ses yeux, il n'y avait ni gratitude, ni reconnaissance. Il y avait la lueur froide et primitive du prédateur, du maître de ses terres. Il regardait Jean comme s'il le voyait pour la première fois, comme un étranger, comme une proie. À cet instant, l'un des loups de la meute se détacha et, se baissant au ras du sol, fit un pas en direction de Jean, découvrant dans un grondement silencieux de longues canines blanches. Jean ne bougea pas. Il ne baissa pas les yeux et ne recula pas d'un seul pas reculé, c'était montrer sa faiblesse, devenir une proie. Il ne regardait que le loup, pas celui qui lui montrait les crocs, mais le chef. Il attendait. C'est lui qui décidait de tout dans cette forêt. Dans les yeux d'ambre du loup, il n'y avait rien d'humain, rien de ces soirées tranquilles sur le perron. Il y avait le pouvoir. Le pouvoir sur la meute, sur le territoire, sur la vie et la mort. Le loup agressif, voyant que l'homme ne reculait pas, fit un autre demi-pas, et un grondement bas et vibrant s'échappa de sa poitrine. C'est alors que le loup bougea.
pas en direction de Jean. Il fit un seul pas en avant, au centre de la clairière, et cela suffit. Il ne gronda pas, ne montra pas les crocs. Il releva juste légèrement la tête et émit un son bas et guttural, qui ressemblait plus au grondement d'un éboulement qu'à la voix d'un être vivant. C'était le son de l'autorité absolue. L'agresseur se tut instantanément. Il coucha les oreilles, rentra la queue et, sans détacher un regard soumis de son chef, il recula de côté, presque en rampant, pour rejoindre la ligne de la meute. La démonstration était terminée. Le loup balaya une dernière fois sa meute du regard, puis le tourna vers Jean. Il ne le chassait pas, mais ne l'invitait pas non plus à rester. Il constatait simplement un fait. C'est sa terre. L'homme est un étranger ici. Jean comprit. Lentement, sans faire de mouvement brusque, il commença à reculer. Un pas. Un autre pas. Il se déplaçait à reculons, sans tourner le dos, jusqu'à ce que la lisière de la forêt soit derrière ses épaules. Les loups ne bougeaient pas. Ils le regardaient simplement partir, comme un intrus d'un autre monde à qui on avait permis de voir ce qu'il n'aurait pas dû voir. Une fois à l'abri des arbres, Jean se retourna et se mit presque à courir. Il ne fuyait pas la peur des loups, il fuyait la prise de conscience glaçante de sa solitude totale, universelle. Il n'y avait pas eu d'amitié. Il n'y avait eu qu'une faiblesse temporaire de la bête, dont il avait profité. La bête avait recouvré ses forces, et leur chemin s'était séparé à jamais. Maintenant, il n'avait plus personne. Il fit irruption dans son chalet froid et vide et claqua la porte, comme s'il pouvait s'isoler du monde entier. Il s'effondra sur une chaise près de la table et se prit la tête entre les mains. La menace sur son fils, l'indifférence de son fils. Et maintenant, la rupture définitive avec le seul être dont la présence silencieuse lui avait donné de la force. Il était pris au piège, un piège bien plus terrible que celui dont il avait sorti le loup. Ce piège était tissé d'impuissance et de distance. Que pouvait-il faire, lui, le vieux montagnard, ici, à des milliers de kilomètres de Paris? Comment aider? À ce moment, le téléphone satellite sonna de nouveau. Jean sursauta, son cœur manqua un battement. Lucas ou Léo? Il tendit une main hésitante et appuya sur le bouton de réception. J'écoute. Silence au bout du fil. Il n'entendait que le léger grésillement caractéristique de la liaison satellite. Allô? Qui est à l'appareil? Répéta-t-il plus fort. Jean, retentit dans le combiné une voix d'homme inconnu, calme et même poli. Il n'y avait pas la moindre trace de la rudesse des braconniers. Cette voix était pire. Elle était professionnelle. Oui. Qui parle? Cela n'a pas d'importance. Jean, appelez-moi Stéphane. Je vous appelle au sujet d'un petit malentendu qui a eu lieu hier chez vous. Jean se figea. La main qui tenait le combiné devint glaciale. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-il en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Allons, vous comprenez très bien. La voix de Stéphane prit des intonations de reproche amicales. 2 de nos collaborateurs ont été arrêtés sur la base de ce que nous appellerons votre fausse dénonciation. Ce sont de bons gars, ils se sont juste un peu égarés. Ils n'ont fait de mal à personne, et maintenant ils risquent une lourde peine. C'est injuste. Vous ne trouvez pas? Ce sont des braconniers et des criminels, trancha Jean. Ce n'est que votre point de vue. Nous en avons un autre. La voix de Stéphane restait tout aussi égale. Mais nous ne sommes pas rancuniers et nous sommes prêts à tout arranger. Nous voulons que vous corrigiez votre erreur. Il vous suffit d'informer l'inspecteur Lucas que vous vous êtes emporté, que vous vous êtes trompé, que vous n'étiez pas dans votre état normal. L'âge. La solitude. Vous trouverez sûrement quelque chose de plausible. Et alors, votre témoignage sera annulé, et nos gars seront libérés faute de preuves. Jean se taisait. La rage et le dégoût luttaient en lui contre la peur. Et si je refuse, parvint-il à articuler. Stéphane soupira. Le soupir de quelqu'un qui explique une évidence à un enfant. Jean, ne nous forcez pas la main. Nous savons que vous avez un fils, Léo. Un jeune homme qui a réussi, qui vit à Paris. Un bel appartement, une voiture chère. Dans une grande ville, vous savez. Il y a beaucoup de tentations et de dangers. Toutes sortes d'accidents peuvent arriver. Les freins d'une voiture peuvent lâcher, ou une brique peut tomber d'un toit. Nous ne voudrions vraiment pas qu'un accident tragique arrive à votre fils. Vous non plus, n'est-ce pas?
L'ultimatum était énoncé clairement, sans émotion, comme une proposition commerciale. Soit il se trahissait, ses principes, la loi et la justice, pour sauver sa peau et laisser des criminels en liberté, soit il mettait en jeu la vie de son unique parent. Je vais y réfléchir, croassa Jean. Bien sûr, réfléchissez, acquiesça généreusement Stéphane. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Vous avez jusqu'à demain matin. À 10 heures, heure locale, je vous rappellerai. J'espère que d'ici là, vous aurez pris la bonne décision. Au revoir, Jean. De nouveau, les bips courent dans le combiné. Jean laissa tomber le téléphone sur la table. Ses jambes ne le portaient plus. Il glissa de sa chaise au sol. Le souffle lui manquait. C'était la fin. Il l'avait mis échec et mat. Il ne pouvait pas sacrifier Léo. Il ne le pouvait pas. Aussi étranger et lointain soit-il, c'était son fils, son sang. Il devait donc appeler Lucas, s'avouer un vieil homme fou, s'humilier, piétiner tout ce pourquoi il avait vécu, laisser le mal triompher. Il resta allongé sur le sol froid, et des larmes, qu'il n'avait pas connues depuis des années, lui brûlèrent les yeux. Il avait perdu, définitivement et irrémédiablement. Il resta ainsi peut-être une heure, puis se releva lentement. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux. Il y avait une résolution glaciale, morte. Il s'approcha de la table et regarda l'enveloppe que le courrier lui avait apportée. Il la déchira. À l'intérieur, la procuration pour la vente de l'appartement et le même court message de son fils. À côté, la photo qu'il avait voulu lui envoyer en réponse. Le petit Léo, 7 ans, assis près d'un feu de camp, regardant son père avec admiration, tandis que son père, jeune et fort, lui montrait comment allumer correctement le feu. Il contempla longuement cette photo, puis son regard tomba sur la vieille valise en contreplaqué qu'il n'avait pas rangée. Il l'ouvrit et en jeta toutes les affaires. Puis il s'approcha d'un coffre, en sortit des liasses de billets, toutes ses économies accumulées au fil des ans pour les jours difficiles. Ce jour était arrivé. Il jeta l'argent dans la valise, y ajouta la photo, une change de linge, un pull chaud, ses papiers. Il n'allait pas appeler Lucas. Il n'allait pas se rendre. Il ne pouvait plus protéger son fils à distance. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Il partait pour Paris. La décision était prise, et l'action suivit. Silencieuse, rapide, sans un seul mouvement superflu. J'en attendis pas le matin. Dans l'obscurité, chaque minute était son allié. Il sortit du cabanon sa vieille motoneige. L'engin, qu'il avait servi fidèlement depuis 15 ans, tout sauta de mécontentement et cala. Jean ne jura pas. Il ouvrit silencieusement le capot, resserra quelque chose, souffla sur une autre. À la deuxième tentative, le moteur démarra, remplissant le silence d'un vrombissement nerveux et vibrant. Il chargea dans le traîneau la valise en contreplaqué, 2 bidons d'essence, sa carabine et sa hache. Il enfila son manteau le plus chaud, attacha une boussole et un couteau à sa ceinture. Il n'allait pas prendre la route. La route était longue, et on pouvait l'y attendre. Son chemin passait tout droit, à travers la glace, à travers le cœur de l'hiver, à travers le lac Léman figé par le gel. C'était un chemin insensé. Même les pêcheurs locaux ne risquaient pas de traverser le lac de nuit, surtout dans cette zone connue pour ses fissures et ses champs de sérac, des amoncellements de glace aussi tranchants que du verre brisé. Mais Jean n'avait pas le choix. Chaque heure de retard pouvait coûter la vie à Léo. Il amena la motoneige sur la rive. Devant lui, jusqu'à l'horizon, s'étendait un désert d'un blanc mortel, éclairé par une lune froide et indifférente. Il jeta un dernier regard à son gîte forestier. Un petit point de chaleur et de vie dans l'océan glacial du Massif central. C'était désormais du passé. Il mit les gaz, et la motoneige, dans un crissement, s'élança sur la glace. La première heure fut la plus terrifiante. La glace sous les patins vivait sa propre vie. Elle craquait, gémissait, grondait. Parfois, tout près dans l'obscurité, une détonation assourdissante, semblable à un tir d'artillerie, retentissait. C'était une nouvelle fissure qui s'ouvrait. Jean conduisait, se fiant entièrement à son instinct. Il contournait les taches sombres d'eau libre, louvoyait entre les séracs géants qui ressemblaient aux ruines d'une cité antique. Le vent lui projetait au visage des cristaux de glace. La visibilité était presque nulle, mais il avançait obstinément vers l'est, s'orientant à la boussole et aux étoiles. Il ne pensait pas au danger.
Toutes ses pensées étaient là-bas, à Paris. Il se repassait en boucle la conversation avec son fils, son ricanement condescendant, puis la voix polie et meurtrière de Stéphane. Il roula plusieurs heures sans s'arrêter, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Il s'arrêta au milieu de la banquise. Autour de lui, un silence absolu, assourdissant. Un silence à vous boucher les oreilles. Il transvasa l'essence du bidon. Ses mains, dans ses énormes moufles, étaient engourdies par le froid et la tension. C'est à ce moment que, dans la poche de son manteau, le téléphone satellite vibra. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Jean regarda sa montre, 10 heures du matin. Pile à l'heure. Il appuya sur le bouton de réception. Jean, retentit à son oreille la même voix calme. « J'espère que vous avez bien réfléchi. Nous attendons votre appel à l'inspecteur. » Jean se taisait. Il se tenait simplement au milieu du lac Léman et écoutait la respiration de l'homme qui tenait son fils en otage. « Allô ? Vous m'entendez ? Ne restez pas silencieux, Jean. Le silence pourrait être interprété en votre défaveur. » Jean continua de se taire. Il regardait vers l'est, où une pâle lueur d'aube commençait à poindre à l'horizon. Il laissa cet homme entendre le silence. Le silence du désert de glace, le silence de sa décision, le silence de sa guerre. Une pause s'installa au bout du fil. Compris. Pour la première fois, la voix de Stéphane devint dure. Vous faites une grave erreur, le vieux. Une très grave erreur. Il raccrocha. J'en attendis pas le prochain appel. Il ouvrit le clapet du téléphone, retira la petite carte SIM, la serrant entre ses doigts gourds, la jeta sur la glace. C'était fait, les ponts étaient coupés. Pas de retour en arrière possible. Il démarra la motoneige et repartit. Vers midi, il atteignit la rive opposée. Épuisé, gelé, le visage transformé en un masque de glace. Il entra dans un petit village, semblable à des centaines d'autres villages de montagne. Aboiements de chiens, fumée s'échappant des cheminées, le rare vrombissement d'une voiture. Il cacha la motoneige dans un ravin à la périphérie, ne prenant avec lui que sa valise et sa carabine dans son étui. Il avait l'air d'un chasseur ordinaire revenant de la chasse. À la gare routière, dans la petite salle chauffée qui sentait le diesel et les bottes mouillées, il se sentit comme un étranger. La guichetière, coiffée d'un foulard en laine, grommela sans lever les yeux de ses mots croisés que le bus pour Lyon ne partirait que dans 3 heures. Il acheta un billet, payant en espèces de sa valise. Il avait 3 heures devant lui et une éternité jusqu'à Paris. Il s'assit sur un banc dur dans un coin de la salle. Des gens entraient et sortaient, parlaient de leurs affaires, riaient. Ce monde vivait sa propre vie, ignorant sa guerre personnelle. Il se sentait comme un fantôme. Il sortit son vieux téléphone à clapet, celui qui l'emmenait en ville, et l'alluma. Le téléphone bipa, capta le réseau et se mit immédiatement à vibrer. Plusieurs messages étaient arrivés. Des appels manqués de numéros inconnus, des spams publicitaires, et un SMS de Léo. Jean l'ouvrit, le cœur battant. Le message avait été envoyé ce matin, il y a environ 1 heure. Il se composait de 3 mots. 3 mots qui firent tourner la tête à Jean. Papa, rappelle vite. Ses doigts, qui n'avaient pas tremblé lorsqu'il posait une attelle sur la patte broyée d'un loup, tremblaient maintenant de manière incontrôlable. Il appuya plusieurs fois sur les mauvaises touches avant de réussir à sélectionner le numéro de son fils dans son répertoire. Il sortit de la salle d'attente étouffante pour affronter le gel. Le vent lui projetait au visage une fine neige piquante. Il devait entendre chaque mot, chaque souffle. Une sonnerie. 2. Papa. La voix de Léo était méconnaissable. Il n'y avait plus la moindre trace de sa condescendance habituelle ou de sa hâte professionnelle. Il y avait la peur. Une peur pure, animale. Oui, répondit sèchement Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Papa, tu avais raison. Léo suffoquait. Les mots sortaient avec difficulté. Je ne sais pas qui, mais ils sont là. Ce matin, je suis sorti de chez moi, j'allais à une réunion. J'ai remarqué qu'un 4x4 sombre sans plaque me suivait. Au début, je n'y ai pas prêté attention Paris, les embouteillages mais il m'a suivi à travers toute la ville. J'ai tourné dans une ruelle. Il m'a suivi. J'ai accéléré, lui aussi. J'ai eu du mal à les semer en zigzagant dans les cours. Je pensais que c'était fini, que j'avais imaginé.
Léo se tut, reprenant son souffle, puis Jean le pressa, et sa propre voix était calme comme la glace du lac Léman. Toute sa peur s'était transformée en une concentration froide et vibrante. Je suis rentré à la maison il y a 1 heure. La porte était fermée, l'alarme n'a pas sonné. Tout est en place, rien n'a été volé. Mais ils sont entrés dans l'appartement. Ils ont laissé papa, ils m'ont laissé un message. Lequel, demanda Jean, bien qu'il s'en doutât déjà. Sur l'oreiller. Sur mon oreiller, dans la chambre, il y avait une seule plume. Grande, noire, avec des taches blanches. Jean ferma les yeux. Un grand tétras, un oiseau qu'on ne trouvait que dans les forêts profondes du Massif central. Leur signature, leur carte de visite. Une menace silencieuse, élégante, mortelle. « Tu es à la police ?» demanda-t-il. « Non » cria presque Léo. « Qu'est-ce que je vais leur dire ? À propos d'une plume sur un oreiller ? Ils vont me prendre pour un fou. Papa, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai peur. » Pour la première fois en 15 ans, son fils, l'homme d'affaires brillant, fort et sûr de lui demandait de l'aide. Et Jean était prêt. « Écoute-moi, dit-il, détachant nettement chaque mot. Écoute attentivement et fais exactement ce que je te dis. Tu quittes l'appartement tout de suite. Ne prends rien, sauf tes papiers et ton téléphone. Pas de sac, pas de bruit. Sors simplement. Comme si tu allais faire des courses. Ne touche pas à ta voiture. Il la surveille certainement. Marche jusqu'au métro, descends, prends un train, fais 2 stations, sors, change de quai, prends le train dans l'autre sens. Fais ça 3 fois. En changeant de ligne. Tu dois les semer. Tu m'as compris ? Compris, murmura Léo. Quand tu seras sûr que personne ne te suit, va au Muséum national d'histoire naturelle. Tu te souviens, je t'y ai emmené quand tu étais petit. Au musée ? Pourquoi ? L'incompréhension perçait dans la voix de Léo. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de sorties. Trouve la galerie de paléontologie. Assieds-toi sur le banc sous le plus grand squelette de mammouth et attends. N'appelle personne. Ne parle à personne. Attends juste mon appel. Je t'appellerai ce soir. Va. Il raccrocha sans attendre de réponse. Il avait donné un but précis à son fils, et cela devait le sortir de sa stupeur paniquée. Il retourna dans le bâtiment de la gare. Il restait encore 2 heures avant le bus. Il s'approcha de la carte de France accrochée au mur. La fine ligne rouge du TGV traversait tout le pays, Lyon, Paris. C'était un long chemin, trop long. Il s'approcha du guichet. « Je voudrais annuler mon billet pour Lyon, » dit-il. La guichetière leva sur lui des yeux mécontents. « Et en acheter un nouveau. »« Pour l'avion. »« Monsieur, c'est une gare routière, » renifla la femme. « L'aéroport est de l'autre côté. »« Je sais, » dit Jean. « Où peut-on vendre quelque chose, ici ?» Il entr'ouvrit légèrement son étui, et dans la fente brilla le canon bronzé de sa vieille carabine. 1 heure plus tard, il sortait d'un mont-de-piété où il avait vendu pour une bouchée de pain sa fidèle carabine. L'argent qu'on lui avait donné, ajouté à ce qu'il avait sur lui, suffisait pour un aller simple. Il héla une voiture et se rendit à l'aéroport. Il se sentait nu et désarmé sans le poids familier sur son épaule. Mais une carabine à Paris était inutile. Là-bas, les règles étaient différentes, la chasse était différente, les armes étaient différentes. Il passa l'enregistrement, confia sa valise en contreplaqué au bagage. En passant sous le portique de détection de métaux, pour la première fois depuis des années, il n'eut pas peur qu'il sonne. Il était clean, du point de vue de ce monde. L'avion décolla, l'emportant d'un hiver à un autre. Sous l'aile défilaient les forêts sans fin et les plaines enneigées. Son monde, son massif central. Il le regardait d'en haut et comprenait qu'il lui disait adieu. Il volait vers un monde étranger, une jungle de pierre où les lois de la nature ne s'appliquaient pas. Mais il savait qu'une seule loi fonctionnait partout, la loi du prédateur et de la proie. Et il n'allait pas là-bas pour devenir une proie. Quand l'avion atterrit à Lyon, la nuit était déjà profonde. Le prochain vol pour Paris n'était que le lendemain matin. Il n'alla pas à l'hôtel. Il trouva une armurerie ouverte 24 heures sur 24. La faible lumière de la vitrine arrachait de l'obscurité des mannequins en treillis, l'éclat des couteaux et des optiques. Il entra. Derrière le comptoir,
un vendeur somnole sommeillait. « Il me faut un couteau, dit Jean. Le vendeur s'anima, étala devant lui une dizaine de lames différentes, de randonnée, de dépeçage, de collection. Jean les écarta toutes. « Il m'en faut un autre. Un sérieux. » Le vendeur, jaugeant le regard lourd et les cicatrices sur les mains du client, se pencha sous le comptoir et sortit un couteau long et étroit dans un étui en cuir. Lame en acier damassé, manche en bouleau de Carelli. Ce n'était pas un simple couteau, c'était une arme. Jean le prit en main, sentit son poids, son équilibre parfait. Il regarda son reflet dans l'acier froid et prédateur de la lame. Dans le reflet, ce n'était pas un vieux garde qui le regardait. C'était un chasseur, parti sur sa dernière et plus importante piste. L'avion atterrit à Paris alors que la ville suffoquait déjà dans les embouteillages du matin. Jean sortit de l'aéroport et fut un instant aveuglé. Non par le soleil, invisible derrière les nuages de plomb, mais par l'abondance de lumière, de publicité, de voitures, de gens. L'air ne sentait pas la neige et le pain, mais les gaz d'échappement et le métal chauffé. Le bruit était assourdissant, oppressant, contre nature. Il se sentit comme une bête arrachée à son environnement habituel et jetée au centre d'une fourmilière géante et rugissante. Il prit un taxi, donna l'adresse qu'il connaissait par cœur et resta silencieux tout le trajet, regardant par la fenêtre défiler les mastodontes de pierre. C'était le monde de son fils, étranger, hostile. Au Muséum national d'histoire naturelle, il n'y avait pas grand monde. Jean trouva facilement la galerie de paléontologie et le vit. Léo était assis sur un banc, recroquevillé, et semblait petit et perdu sous le squelette gigantesque de l'animal préhistorique. Il ne remarqua son père que lorsque celui-ci s'assit à côté de lui. Léo sursauta, leva les yeux, et un mélange de soulagement et de peur y passa. Il ne regardait pas son père, il regardait un inconnu au visage sombre et buriné et aux yeux froids comme la glace du lac Léman. « Papa » murmura-t-il. « Oui » dit Jean. Il ne serra pas son fils dans ses bras, ne prononça pas de paroles de réconfort. Il s'assit simplement à côté de lui, et son calme, son immobilité de pierre agirent mieux que n'importe quel mot. « Qu'est-ce qu'on fait, maintenant » demanda Léo. Jean regarda le squelette du mammouth. « Nous allons chasser. » Leur plan était simple et mortellement dangereux. Ils utilisèrent Léo comme appât. Le soir, depuis un téléphone public, Léo appela le numéro d'où était venu le SMS. Il dit que son père était prêt à coopérer, mais qu'il voulait remettre en personne sa déposition signée pour s'assurer des garanties de sécurité. Il donna un lieu, un parking souterrain de son propre immeuble, tard dans la nuit. « Ils accepteront » dit Jean quand Léo raccrocha. « Ils sont sûrs de leur force et de notre peur. Ils viendront pour savourer leur victoire. » La nuit, le parking souterrain ressemblait à une caverne de béton. Lampes blafardes, vrombissement de la ventilation. Des rangées de voitures de luxe, semblables à des prédateurs figés. Jean amena Léo une demi-heure avant l'heure convenue. « Tu t'assois dans ta voiture et tu attends. Verrouille les portes. Quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, ne sors pas. Jamais. » Léo hocha la tête. Son visage était pâle comme un linge. Il monta dans sa voiture. Et Jean se volatilisa. Il disparut entre les piliers de béton et les ombres, se déplaçant dans un silence absolu. Il ne se cachait pas, il prenait position. Ils arrivèrent pile à l'heure. Le 4x4 sombre sans plaque entra lentement dans le parking et s'arrêta à distance de la voiture de Léo. 3 hommes en sortirent, 2 gorilles ordinaires, musclés et stupides. Le troisième était lui, Stéphane, dans un manteau cher, le visage suffisant. Il s'approcha nonchalamment de la voiture de Léo, frappa à la vitre. « Sortez, Léo !» Finissons en. Et à cet instant, la lumière du parking s'éteignit. Obscurité totale, absolue, seulement troublée par les veilleuses de secours sur les murs. « C'est quoi ce bordel » cria l'un des gardes du corps, et aussitôt il eut un râle et s'effondra sur le sol en béton. Jean se déplaçait dans l'obscurité comme chez lui. Le son, l'odeur, l'intuition. Il frappa le second à la base du cou, il s'affaissa sans un bruit. Tout s'était passé en 3 secondes. Stéphane se figea, essayant de percer l'obscurité. Il sortit son téléphone de sa poche, alluma la lampe de poche. Le faisceau de lumière balaya le parking, éclairant les corps de ses gardes. Et aussitôt, il s'éteignit. Jean avait jeté une simple pierre, ramassée dans la rue. Le téléphone vola en éclats.
Qui est là? Cria Stéphane. Et pour la première fois, la peur perça dans sa voix. Pas de réponse. Seulement le silence et le vrombissement de la ventilation. Il commença à reculer lentement vers sa voiture et se heurta le dos à quelque chose de dur. Il se retourna. Juste devant lui, surgissant de l'obscurité, se tenait Jean. Il ne disait rien, il regardait simplement, et dans sa main, avec un éclat froid à la lumière de secours, apparut le long et fin couteau. « Vous qui êtes-vous » balbutia Stéphane. « Je suis celui que vous avez réveillé » dit doucement Jean. Il plaça la lame contre la gorge de l'homme. « Mon fils quittera ce pays dès ce soir. Vous oublierez son nom. Vous oublierez mon nom. Vos hommes sortiront de prison, peu m'importe. Mais si un seul cheveu tombe de sa tête, je n'appellerai pas. Je ne menacerai pas. Je viendrai, tout simplement. Je te trouverai, ta famille. Tes enfants. Je trouverai tout ce qui t'est cher, et je le prendrai. Silencieusement, un par un. Tu m'as compris? L'homme hocha frénétiquement la tête, incapable de prononcer un mot. Il regardait dans les yeux de Jean et n'y voyait pas un homme. Il voyait le massif central. Vaste, froid et impitoyable. Jean le relâcha. Dégage. L'homme, en trébuchant, se précipita vers sa voiture, la démarra et disparut dans un crissement de pneus. Jean s'approcha de la voiture de Léo, frappa à la vitre. La lumière se ralluma. Léo sortit, tremblant. Il avait tout vu. Il regardait son père avec un mélange de terreur et d'admiration. « C'est fini » murmura-t-il. « Pour toi, oui » répondit Jean. Il sortit de sa poche la fameuse photo, où ils étaient assis près du feu. « Voilà qui tu étais. Ne l'oublie pas » il plaça la photo dans la main de son fils. « Adieu, Léo. »« Papa, attends, où vas-tu ? » ?»« Viens avec moi. » Jean le regarda, et une infinie tristesse passa dans son regard. « Je ne peux pas, fiston. Mon monde est là-bas. » Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie du parking, sans se retourner. Un mois plus tard, il était de nouveau assis sur le perron de son gîte forestier. Le printemps s'installait. Le lac Léman craquait, se libérant de la glace. Il était seul, mais il n'était plus solitaire. Il se versa du thé dans sa tasse ébréchée, hésita, prit la vieille soucoupe en émail et y versa aussi du thé chaud et sucré. Il la posa à sa place habituelle, non pas parce qu'il attendait, mais parce que tel était l'ordre des choses. Il leva les yeux vers la lisière de la forêt et le vit. Là, parmi les troncs sombres des sapins, se tenait un immense loup noir. Il le regardait, simplement. Entre eux, une centaine de mètres, et toute la distance qui sépare deux mondes. Mais à cet instant, ils étaient tous les deux chez eux, chacun dans le sien. Le loup resta encore un instant, puis se fondit silencieusement dans le sous-bois. Jean sourit. Pour la première fois depuis des années, c'était un sourire calme et lumineux. Il porta la tasse à ses lèvres. Le thé était fort et amer, comme la vie elle-même.